Conseil national de transition, 3 projets de loi ont été adoptés hier à l'unanimité par les membres votants. Parmi ces projets figure celui portant sur la loi des finances pour l'exercice 2025, première partie. À découvrir ces lois dans le début de ce journal. Ils sont 28 auditeurs à composer la deuxième promotion du master en criminalité, terrorisme et la coopération internationale pénale de l'école de maintien à l'Unblandenbey. Leur rentrée solennelle a eu lieu hier sous le thème « Lutte contre la criminalité organisée au Sahel, bilan et stratégie ». Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Tout d'abord, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, général de division Abdoulaye Maïga, a présidé hier la première réunion du comité interministériel de la sécurité routière. Créé en avril 2024, ce comité doit proposer des mesures destinées à améliorer la sécurité routière. Compte rendu signé Mamari Kone Alou Touré. Une minute de silence en la mémoire des victimes des accidents de la circulation routière. Le ton est ainsi donné pour cette rencontre inaugurale du comité interministériel de sécurité routière présidé par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Le chef du gouvernement a d'entrée de jeu rappelé les motivations de la création d'un tel comité interministériel. L'absence d'une institution pour gérer, coordonner et suivre l'exécution des missions sectorielles des ministères avec obligation de rendre compte des résultats était une faiblesse de la capacité institutionnelle organisationnelle de mise en œuvre efficace des programmes d'amélioration de la sécurité routière au niveau national. En adéquation avec la résolution A-74-L.86 du 20 août 2020 des Nations Unies qui encourage les États membres à impliquer les autorités au plus haut niveau possible pour améliorer la sécurité routière. La stratégie nationale de sécurité routière prévoit que l'institution interministérielle de coordination et de suivi relève de l'autorité du Premier ministre, chef du gouvernement. La création du comité interministériel de sécurité routière, intervenue en avril 2024, procède dès lors de la nécessité de mettre en place un organe de politique de décision chargé de déterminer les grandes orientations de la politique gouvernementale dans le domaine de la sécurité routière et de veiller à leur application. En d'autres termes, le comité interministériel de sécurité routière sera chargé de coordonner les actions des départements ministériels impliqués dans la gestion des questions relatives à la sécurité routière, d'arrêter les mesures destinées à améliorer la sécurité routière et d'évaluer leur mise en œuvre. Le comité permettra au surplus de renforcer le cadre institutionnel de gestion de la sécurité routière. Le Mali a ratifié en février 2020 la charte africaine sur la sécurité routière avec des priorités, des responsabilités claires ainsi que des objectifs ambitieux et réalistes. Le diagnostic de l'organisation institutionnelle de gestion et de coordination de la sécurité routière a révélé des lacunes et insuffisances parmi lesquelles les difficultés de coordination des activités intersectorielles de sécurité routière liées à l'absence d'une institution de coordination de haut niveau. En effet, les activités de promotion de la sécurité routière relèvent de la responsabilité du ministre des Transports et des Infrastructures en collaboration avec le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Conformément au décret numéro 2023-0392/PMRM du 19 juillet 2023 fixant les attributions spécifiques des membres du gouvernement. Cette première réunion, les membres du comité planchent sur la recrudescence des accidents de la circulation routière impliquant les autocars de transport interurbain de personnes. Dans les mois à venir, le comité devra proposer des mesures pour réduire les accidents de la circulation routière, spécifiquement ceux impliquant les autocars de transport de voyageurs. Une dizaine de ministres ont pris part à cette première réunion du comité interministériel de la sécurité routière. Restons toujours avec le Premier ministre. Le général de division affirme qu'en aucun moment de la transition, il n'y a eu aucune suspension de liberté d'expression. Le Premier ministre s'est exprimé ainsi lors de sa prise de contact avec l'ensemble de la presse. Si le Premier ministre a insisté sur l'importance de la presse dans la quête de la cohésion sociale, le président de la Maison de la Presse, quant à lui, il a énuméré les préoccupations relatives à la liberté d'expression, à la relecture des textes régissant la presse ainsi qu'à l'aide à la presse. Mamari Kone et Alou Touré. En raison de ses missions d'information, de sensibilisation et de mobilisation, la presse peut jouer un rôle prépondérant dans l'apaisement du climat social, l'un des axes de la lettre de cadrage du gouvernement, d'où cette visite du Premier ministre à la Maison de la Presse.
Dans son mot de bienvenue, le président du comité de pilotage de la Maison de la Presse a axé son intervention autour de la liberté d'expression, la relecture des textes régissant les médias au Mali ainsi que l'aide à la presse. Occasion pour lui d'évoquer les difficultés liées à ces 3 points. De la question de l'aide à la presse. Ce chapitre ne se résume pas à une aide financière seulement. Une aide financière qui d'ailleurs est inexistante depuis quelques années. L'aide doit englober à la fois les questions de formation, d'appui institutionnel aux structures publiques de formation, comme notre prestigieuse école de formation de journalisme et des sciences de la communication, ESG, de faciliter d'accès des médias aux services de base. Nous attendons de vous les conditions de la création d'un espace médiatique assaini, favorable à la liberté d'expression et une aide spéciale conséquente pour la presse malienne. Du haut de cette tribune, sans contrainte, en toute liberté, en toute indépendance, en toute responsabilité et devant l'histoire, je présente au nom de la Maison de la Presse du Mali nos excuses aux autorités burkinabées et à une partie de l'opinion burkinabé qui se serait offusquée pour des propos tenus sur Joliba TV News et largement partagés sur les réseaux sociaux. Après avoir rappelé les 8 axes de la lettre de cadrage du gouvernement, le Premier ministre a insisté sur les conflits et leur impact sur le développement du pays. C'est ainsi que dans le cadre de ses visites de prise de contact avec les acteurs, il invite l'ensemble des Maliens à la cohésion. La vision la plus fondamentale du chef de l'État, c'est la réalisation de l'union sacrée. Je pense que nous suivons tous avec une grande attention ces différentes interventions et allocutions qui se terminent toujours par la phrase, je cite, « Ensemble, nous ferons le Mali croît ». Et dans ce cadre, nous avons pris notre bâton de pèlerin. Nous avons déjà eu des rencontres avec plusieurs composantes des forces vives de la nation, les partis politiques, les acteurs de la société civile, les religieux, et quelques légitimités traditionnelles. Et ce matin, nous sommes là à la Maison de la Presse. Et tout simplement, la presse constitue en tout cas une composante très importante dans la vie de notre nation pour plusieurs raisons. Je voudrais un peu insister sur la nécessité de réaliser l'union sacrée. Les défis que nous traversons aujourd'hui, en réalité, ne sont pas des défis insurmontables, pour la simple raison que le Mali n'a pas ouvert le banc en termes de difficultés concernant ces défis. Mais je pense que la chose la plus capitale, si nous voulons en tout cas relever ces défis, atteindre les objectifs qui nous ont été assignés, c'est d'abord de réaliser l'union sacrée. Le Premier ministre a aussi expliqué la situation dans laquelle vit notre pays avec en toile de fond la crise sécuritaire. Le chef du gouvernement dit prendre bonne note des préoccupations évoquées par la Maison de la Presse et sa présence dans ces lieux de note selon lui de l'intérêt qu'il accorde à la presse. Le contexte à la fois, les difficultés financières, c'est une réalité. Aujourd'hui, la priorité des autorités de la transition, c'est d'abord et avant tout la situation sécuritaire. Mais comme je dis, cela ne veut pas dire que les autres aspects sont moins importants. Concernant la liberté de la presse, Monsieur le Président, je voudrais également vous dire, ainsi qu'à tout le comité de pilotage, je pense que nous sommes dans une transition démocratique. À aucun moment, il n'y a eu des mesures de suspension de cette liberté. Les enlèvements et les assassinats concernent également à la fois les acteurs de la presse que vous êtes, mais ça concerne également, par exemple, les élus des collectivités territoriales, mais ça concerne surtout et avant tout les forces de défense et de sécurité. Concernant la fermeture des médias, c'est des cas qui peuvent arriver, mais je pense que même là, en tout cas, on est en démocratie. Tous ces cas de fermeture sont opérés en fonction, et bien entendu, à partir du respect d'un certain nombre de textes législatifs et réglementaires. Mais les recours, bien entendu, existent toujours. L'une des missions de la Maison de la Presse, de faire un peu le point des cas de diffamation, des cas d'attaque visant à la fois des autorités ou tout simplement des citoyens maliens, et qui ne sont pas suivis de plaintes ni d'actions judiciaires contre les journaux ou contre la presse. Est-ce qu'on a sûrement une seule idée du nombre de ces cas d'attaque et de diffamation? Le général de division Abdoulaye Maïga a invité l'ensemble des Maliens à éviter les amalgames, d'où cette mise au point à l'issue de la sortie d'un homme politique dans les médias. Disant que l'armée crée
des partis politiques, qui a invité une famille politique à se regrouper pour ce motif, vous comprendrez, en tant qu'acteur de la presse, qu'on peut en faire au moins 2 déductions. La première déduction, c'est le risque de polarisation. L'armée n'est pas différente du reste de la société. Je pense que je viens de faire ici la démonstration. Ici, nous avons tous, en tout cas en tant qu'acteurs de la presse, vous avez tous au moins 1 ou peut-être 2 ou 3, même plus, personnes qui sont membres, disons, des forces de défense et de sécurité. Mais lorsqu'on le dit, et surtout lorsque ça vient d'un président, d'un ancien président de l'Assemblée nationale, vous comprendrez que certaines personnes, en tout cas certains citoyens, peuvent penser que réellement, les militaires peuvent créer des partis politiques. Or, ce qui est totalement impossible. Cette visite du Premier ministre est perçue à la Maison de la Presse comme un signe de rassemblement, d'unité, de progrès collectif et de respect dans la diversité des opinions, selon le président Banyougou Danti. Direction le CNT, tous les projets de loi ont été adoptés à l'unanimité hier par les membres votants. En tout, 3 projets de loi, dont celui portant sur la loi des finances pour l'exercice 2025, première partie. C'est à l'occasion de la session plénière, nous dit Aluseni Touré. La première partie de la loi budgétaire concerne les grands équilibres macroéconomiques. Il s'agit notamment du déficit, du taux de croissance, de celui de l'inflation et de l'endettement. Nous avons présenté un budget qui présente un total de 3 222 milliards de francs CFA, donc qui a été voté à l'unanimité des membres du Conseil national de transition est présent. Et ce budget, quels sont les grands équilibres qu'il dégage? Le premier grand équilibre, c'est le déficit budgétaire. Nous avons un taux de déficit budgétaire attendu de 3,5% cette année. Et le déficit budgétaire cette année s'établit à 580 milliards 986 millions de francs CFA contre 682 milliards l'année dernière. Le taux d'inflation, il ressort à 2,5. Cette année, nous avons atteint le même taux d'inflation de 2,5. Un critère important d'équilibre, c'est le taux de croissance du PIB. Cette année, nous attendons avec ce budget à un taux de croissance du produit intérieur brut de 5,5%. Nous venons de voter la première partie du projet de loi de finances 2025. Le vote de ce matin a concerné la première partie de ce budget et qui a été arrêté en recette à 2648 milliards 900 millions et en dépenses en 3229 milliards 986 millions avec un déficit budgétaire global de 580 milliards 986 millions de francs CFA. Et ce vote nous donne entièrement satisfaction et aussi il faut reconnaître que les agrégats qui nous ont été présentés présentent de très bons auspices et supposent un avenir meilleur pour ce pays. Ce projet de loi a été adopté par 129 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Avec 128 voix, 0 contre, 0 abstention, le projet de loi relatif à la sécurité et à la sûreté biologique a été également adopté par le Conseil national de transition. Permettez-moi de remercier l'ensemble des membres du Conseil national de transition du Mali pour avoir adopté cette loi qui rentre dans le cadre vraiment du stockage et l'utilisation des toxines biosécurité au Mali. Donc, ce qui permet de préserver l'environnement et de préserver la vie et la santé publique également. Ce projet de loi est d'une portée très importante et très capitale, non seulement pour la santé du peuple malien, mais aussi pour les questions sécuritaires. Ce projet de loi nous permet de mettre sur place un protocole harmonisé contre les menaces de bioterrorisme qui peuvent être des manifestations de maladies, l'utilisation d'autres toxines, parce que nous sommes dans une période très difficile. Et donc ça permet, en d'autres termes, de contrer ces menaces-là. Mais en même temps, de créer un observatoire pour suivre l'évolution de ces menaces, pour mettre ensemble l'ensemble des acteurs qui interviennent dans ce domaine.
Le projet de loi portant création de l'Agence nationale des énergies renouvelables et des bioénergies devrait permettre aux structures fusionnées de mutualiser les moyens et les énergies pour mieux structurer le domaine. Il s'agit de la création d'une agence nationale d'énergie renouvelable, qu'on appelle ANADEP. Cette agence va fusionner deux agences en réalité. Il y avait ANADEP et AERE. Donc on a décidé maintenant de les fusionner. Alors l'avantage de cela, c'est que nous allons gagner en efficacité. Donc cette agence va nous permettre vraiment de consolider ce qui est déjà fait en la matière, mais de projeter et de faire des prospections dans le domaine des énergies renouvelables. Le Mali était en train de devenir un dépotoir de matériel usagé, vieux, qui venait d'Europe sur notre territoire. Cette agence se chargera du contrôle dorénavant des équipements en matière d'énergie renouvelable qui rentrent sur notre territoire. Aussi, elle aura comme rôle conseil, et aussi un rôle pour mobiliser les ressources intérieures et extérieures en faveur de l'investissement dans les énergies renouvelables. À l'entame de la session, le président du CNT a, comme à l'accoutumée, observé une minute de silence pour le repos des victimes du terrorisme. Le deuxième titre de ce journal, c'est parti depuis hier à l'école de maintien de la paix à l'Une-Blondembeil pour l'année académique de la deuxième promotion du master en criminalité, terrorisme et la coopération internationale pénale. Cette rentrée académique de 28 auditeurs est placée sous le thème « Lutte contre la criminalité organisée au Sahel, bilan et stratégie ». Le point avec Sédou Traoré et Oumar Traoré. La rentrée solennelle de cette deuxième promotion du master en criminalité, le terrorisme et la coopération internationale pénale Macotec a un double objectif pour l'école de maintien de la paix. Tout d'abord, elle marque le lancement officiel des activités pédagogiques du centre, mais aussi la pluralité des auditeurs de cette nouvelle promotion qui sont issus des forces de défense et de sécurité, de la magistrature, des organisations de la société civile, des organisations internationales ainsi que le secteur privé et le monde universitaire. Le programme de cette formation a été construit autour des unités d'enseignement universitaire, intégrant les sciences criminelles et pénales et des unités d'enseignement d'ordre technique et professionnel, prenant en charge les modules sur la police technique et scientifique, la cybersécurité et les techniques de collecte et de traitement de renseignement. Macotec est le fruit du partenariat entre l'école de maintien de la paix et l'université des sciences juridiques et politiques de Bamako, qui ont décidé de cheminer ensemble pour former des compétences nécessaires afin de relever les défis complexes de sécurité et de paix au Mali, dans la sous-région, voire de l'Afrique. En plus de jouer un rôle prépondérant et stratégique dans le développement socio-économique de notre pays, la diaspora malienne est pleinement investie dans la lutte contre ces menaces globales. Nombre de nos compatriotes établis dans des pays d'accueil sont aujourd'hui confrontés à des réalités complexes marquées par la montée de la criminalité et du terrorisme. Le programme Macotec a été spécialement conçu pour répondre à ces défis complexes. En collaboration avec l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako, l'école de maintien de la paix à l'Une-Blondembeil s'est engagée à fournir une formation de haut niveau intégrant des sciences criminelles, pénales et des unités d'enseignement technique et professionnel. Cette approche holistique est essentielle pour comprendre et combattre efficacement les phénomènes de criminalité organisée et de terrorisme. La leçon inaugurale qui a porté sur le thème « Lutte contre la criminalité organisée au Sahel, bilan et stratégie » a été expliquée par le ministre en charge de la justice qui a rappelé l'histoire des crimes organisés, ses formes, le contexte du Sahel, l'AES, les mécanismes de lutte, le bilan enregistré par les États ainsi que les pistes de solutions. Il faut dire que la région du Sahel est en proie à une instabilité chronique qui est étroitement liée aux conflits socio-politiques, aux situations post-conflit. Et cette région est au cœur aujourd'hui de multiples enjeux sécuritaires. Il s'agit d'un espace très vaste qui s'étend de l'Atlantique à la mer Rouge. C'est une bande de terre qui est devenue le théâtre de nombreuses activités criminelles aujourd'hui, allant du trafic de drogue et d'armes à la traite des personnes,
au trafic d'organes d'êtres humains, au blanchiment des capitaux, au terrorisme par les différents groupes criminels qui sévissent dans la zone. En plus des auditeurs et du corps enseignant, cette rentrée solennelle a enregistré la présence des partenaires du Mali ainsi que les acteurs œuvrant dans le triptyque crime organisé, terrorisme et coopération internationale pénale. Autre point de l'actualité, le Mali au centre de la politique culturelle des pays de la Confédération de l'AES. Les experts des 3 pays sont à Bamako pour discuter et s'entendre sur les approches culturelles communes aux 3 pays-États. Reportage signé Famoussa Sidibé, Tchadja Moussa Kamara et Mbarakou Maïga. 3 pays au destin presque identique réunis au sein d'une confédération. Comme jadis, aujourd'hui encore, le Mali est choisi comme le point de départ d'un idéal culturel en partage au Sahel et sur le reste du continent. Stimulé par ce que de nombreux observateurs considèrent comme les germes de l'une des plus vieilles civilisations organisant la société humaine avec ses règles de droits et devoirs, Kouroukanfouga fait encore aujourd'hui du Mali un pays pionnier. Toutes les bonnes choses, les grandes choses qu'on réalise dans nos États, depuis l'histoire du temps, ça s'est bâti sur la culture. C'est ce qu'on appelle en Bambara, en Tabiao, en Dambé, en Seko. On commence par là. L'élaboration d'une politique culturelle commune aux 3 pays de l'AES répond à un vœu que les acteurs culturels n'ont cessé d'émettre. Qu'est-ce que déjà au niveau de la culture on peut faire pour que justement les peuples puissent se reconnaître à travers une identité culturelle commune et que sur cette base-là, les notions d'inclusion sociale, de cohésion sociale puissent par la culture être des éléments fédérateurs. Pour le ministre malien de la Culture, le Mali est gardien hier et encore aujourd'hui des valeurs qui vont guider le document final qui sortira des travaux ainsi entamés. À travers cette politique, nous allons avoir l'art comme outil de diplomatie, outil d'influence, mais surtout de promotion de nos États du Sahel. Ceci est extrêmement important, qui va donner la visibilité et le rayonnement de gourmand, parce que l'AES est bâtie sur les fondements du gourmand. Aujourd'hui qu'on avait cette culture en partage avec nos frères du Niger et du Burkina, donc réveiller ces concepts, en faire des piliers pour construire, nous devons de retrouver la fierté de nos traits culturels, pas tous, mais ceux qui permettent de construire l'avenir. Le Mali constitue donc la locomotive, encore une fois, d'une politique commune qui devra guider les aspirations des peuples de l'AES, réunis désormais autour des valeurs historiques et des liens définitivement scellés. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin ce journal. Merci d'avoir été de notre. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau, et pour d'autres informations.